C'est le moment de vous retrouver, enfin. Bonjour à tous, le podcast fait son grand retour cette année avec un épisode hebdomadaire. Chaque semaine, je vous emmène à la rencontre des acteurs et des décideurs du sport business. Des femmes, des hommes qui entreprennent, qui travaillent dans l'univers du sport. Pour ce premier épisode de l'année, je reçois Benjamin Gauthier, directeur commercial à la FIBA, la Fédération internationale de basket. Il commercialise les droits de la BCL, la Basketball Champions League, une des compétitions majeures européennes. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner au podcast, gratuitement bien sûr, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, sur Deezer, Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Votre soutien permettra au programme de remonter dans les classements et les suggestions. J'en profite aussi car c'est encore la période pour vous souhaiter une excellente année 2023. La santé évidemment, c'est le plus important, mais aussi de la joie, des victoires, des réussites dans tous vos projets. Le sport business, nouvelle saison avec Benjamin Gauthier pour démarrer. C'est parti, bonne écoute à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es le directeur commercial pour la Basketball Champions League. On va parler de ton travail et de cette compétition dans quelques instants. Mais commençons par le début de ton histoire. C'est toujours intéressant. Toi, tu as la particularité d'avoir été joueur de haut niveau avant de travailler dans l'univers du sport. Oui, bonjour Mathieu. Encore merci de m'avoir sur ton podcast. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Exactement. Donc moi, j'ai joué au basket. J'ai commencé le basket à 7 ans. J'ai joué jusqu'à 23 ans de manière compétitive en équipe de France jeune en cadet. À l'époque, avec comme tête d'affiche Ronny Turiaf qui a fait une carrière après en NBA. Et puis après, j'ai joué en National 1, qui est la troisième division. Et j'étais aussi stagiaire professionnel et semi-professionnel en deuxième division avec Saint-Étienne. Après cette carrière de joueur, tu as fait la transition vers le monde de l'entreprise. Est-ce que ton passé de joueur t'a ouvert des portes? Alors c'est intéressant, je pense que le sportif de haut niveau développe des aptitudes qui sont essentielles dans le monde du travail. Euh, je peux pas dire qu'il m'a ouvert des portes directement, mon passé de sportif de haut niveau. J'ai continué à avoir un cursus scolaire avec le basket, où j'ai été en école de commerce et avec un master spécialisé après. Mais c'est vrai que quand j'ai fait une demande d'emploi auprès de la NBA à l'époque, le fait que j'ai un parcours avec de sportifs de haut niveau, avec le basket, ça a aidé. Donc c'est clairement la combinaison école académique et sportive qui a été une aide. Donc, c'est plus une aide indirecte. C'est pas via des contacts que je m'étais fait dans le basket que je suis rentré après à la NBA. Mais c'est vrai que ce parcours aide et les sportifs de haut niveau développent aussi des compétences et pour atteindre leurs objectifs. Tu as évoqué la NBA, justement, décris-nous un peu ton parcours, les entreprises par lesquelles tu es passé. Alors, j'ai commencé d'abord 4 ans, j'ai travaillé 4 ans à la NBA. J'ai commencé au bureau parisien, qui a essayé ensuite, ils ont repatrié le bureau à Londres. Et donc, j'ai suivi, moi, à Londres. J'ai fait 3 ans à Londres. À la NBA, je travaillais dans toute la partie événementielle et management de partenaires. C'est encore une fois, une structure très intéressante en termes de sport, mais aussi en termes de marketing sportif, d'événementiel, de business. C'est vraiment une école et on apprend beaucoup de la NBA. On voit encore aujourd'hui, et encore une fois, c'est la ligue, j'ai envie de dire, qui innove par excellence. C'est la ligue qui essaye de se développer encore plus avec un environnement international. Après la NBA, je suis passé dans une autre excellente institution qui est le CIO, le Comité international olympique, à Lausanne, où je suis parti de Londres pour aller sur la Suisse, et là sur un rôle de commercial en aidant les comités d'organisation. Donc j'ai commencé avec Rio 2016, mais Rio 2016, Pyeongchang 2018, Tokyo 2020 et Pékin sur leur stratégie commerciale. Donc à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vendre, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas vendre, comment intégrer les partenaires top. Donc ça, c'était une bonne partie de ma carrière au CIO. Et après, j'ai ensuite travaillé sur la partie et la stratégie digitale
Donc, c'était l'intégration de comment le comité d'organisation travaille avec, avec Paris 2024, avec Tokyo 2020, sur toute la partie fan engagement via le digital. Donc, avoir une source, une entrée unique, avoir un single sign-on, et aussi faire en sorte d'avoir cette relation avec les fans, à savoir que ce qu'il faut comprendre, c'est que avant Tokyo, les fans dont on avait les informations, dont on avait les données via le ticketing, via les différents produits du CIO, les comités d'organisation gardaient ça, donc Rio 2016 gardait ça, mais ça n'allait pas après, ça n'était pas utilisé autrement à autre mesure après. Et donc, il y a une vraie stratégie à mettre en place pour continuer la relation avec les fans, qui sont des fans des Jeux Olympiques, de certains en particulier, mais qui sont des fans de manière générale des Jeux Olympiques. Et c'est un plaisir de voir ce que Paris 2024 continue à faire dans ce sens-là. C'est la septième édition de la BCL avec d'ailleurs trois clubs français qui sont engagés, Dijon, Strasbourg et Limoges. Comment est née cette compétition et comment elle se développe, comment elle existe à côté des deux autres compétitions majeures que sont l'Euroleague et l'Eurocup. Et on en avait parlé ensemble avant de commencer l'enregistrement. Est-ce qu'il y a eu une problématique autour de l'appellation Champions League qui peut aussi être un avantage pour vous dans le développement? Totalement. Et alors, donc, c'est bien que tu parles de la septième saison de la Basketball Champions League. C'est une compétition qui se développe énormément. Encore une fois, c'est que la septième saison. Quand on voit dans l'univers des ligues, quand l'univers de l'univers sportif, 7 ans, c'est pas grand-chose. Et pourtant, il y a déjà eu énormément de choses qui ont été faites. Euh, à la base, la Fédération internationale a compris que voilà, le basket, c'est le deuxième sport au monde. Il y a un système clair, une structure claire pour toutes les compétitions nationales, que ce soit l'Eurobasket qui a été disputé ou la Coupe du Monde qui va avoir lieu. Il y a par contre un système qui n'est pas si clair que ça pour tout ce qui est compétition de club. Donc il y avait vraiment l'importance d'unifier les compétitions de club, sachant qu'il y a plus de 100 ligues dans le monde et que, encore une fois, on peut réussir à faire des choses, alors pas forcément comme ce qui a été fait dans le football, mais le football est aussi un exemple. Et donc avoir une compétition avec les clubs qui sera plus régulière, qui sera tout au long de l'année, alors que les équipes nationales sont à certains moments spéciaux dans l'année et durant l'été. Sur le nom que tu en parles, Basketball Champions League, alors premièrement, il y a basketball, donc c'est en termes d'enregistrement de marque, c'est possible, Basketball Champions League, et c'est enregistré. Il faut savoir que quand on choisit un nom aussi, c'est important d'avoir les valeurs qui vont avec ce nom. Et c'est vrai que quand on dit Champions League, ça veut dire c'est les champions. Et on nous parle souvent de dire voilà, mais est-ce que la Basketball Champions League, c'est vraiment les champions? De manière générale, oui. On a 18 champions dans les différents pays européens cette année. Donc, ce qui veut dire quand même que même si certains, et tu l'as mentionné sur l'Euroleague ou l'Eurocup, certaines compétitions, certains champions ne sont pas dans notre compétition, de manière générale, on a quand même la plupart ou la majorité des champions en Europe qui sont à travers la compétition. Donc, je pense que c'est important, encore une fois, que le nom de la compétition touche les valeurs. On est aussi une compétition qui se développe par le sport. Et le but, nous, de notre côté, c'est pour se qualifier à la Basketball Champions League, c'est les valeurs du sport. Donc, c'est une compétition, il faut d'abord performer, il faut d'abord bien jouer dans son championnat pour pouvoir se qualifier sur la Basketball Champions League. Et c'est vraiment le DNA, l'ADN de notre compétition, c'est qui a été créé par les clubs, par les ligues, avec les clubs et avec les ligues. C'est comment justement on insiste sur le fait que si tu veux jouer en BCL l'année prochaine, il faut déjà que tu te qualifies via ton championnat national. Ce qui n'est pas le cas des deux autres compétitions que tu as mentionnées, qui ont un business model complètement différent. Tu es donc directeur commercial pour cette compétition. Quel est ton travail au quotidien? Moi, j'ai rejoint il y a un petit peu plus d'un an la Basketball Champions League. Et comme je disais, la Fédération internationale de basket, l'objectif d'abord, c'était de créer une compétition de qualité. Avant de penser à la commercialisation, au développement et à la promotion, c'est faire en sorte que sur le terrain, on ait la meilleure compétition possible. Et ça a été justement un travail de longue haleine de 5 ans
et justement faire en sorte que tout se mette en place et on arrive à un produit qui est de qualité. Et ensuite, justement, quand on a ce produit de qualité, maintenant, c'est OK. Et c'est là où ils ont fait appel à moi, de se dire, voilà, il faut lancer la commercialisation, lancer la promotion, et comment on travaille maintenant d'un produit qualitatif sur la promotion de ce produit, le marketing de ce produit et la commercialisation ultimement. Donc, mon travail, il est de faire en sorte, et j'ai deux casquettes, une casquette un peu marketing, qui est faire en sorte de on continue l'engagement avec les fans via nos réseaux sociaux, donc via du contenu, et on essaie toujours d'innover en termes de contenu, que ça soit en mettant des micros sur les joueurs, sur les arbitres. Et j'invite tout le monde à regarder notre chaîne YouTube où on voit pas mal de contenu, ou alors nos réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Euh, la deuxième aspect est comment on va vers les entreprises, va fournir des droits et des packages de droits pour faire en sorte justement d'aider la promotion et le développement de notre compétition avec les entreprises. On sait que avoir des partenaires, c'est bien d'un point de vue financier, certes, mais un partenaire, c'est surtout quelqu'un qui va investir dans la compétition, qui va aider au développement de la compétition et qui va justement nous faire aller encore plus loin. Donc c'est pour ça que c'est dans mon rôle, il y a une partie qui est gérer l'existant et une autre partie qui est vraiment démarcher des entreprises qui ont des valeurs qu'on estime communes à notre compétition. Est-ce qu'il y a une typologie de partenaires que tu approches, que tu prospectes en particulier? C'est un peu aussi l'offre et la demande. Il y a aujourd'hui, on le voit, il y a, j'ai envie de dire, quelques catégories types de partenariats ou d'entreprises qui recherchent des partenariats. On est une compétition pan-européenne. On a aussi une compétition en Amérique latine, Basketball Champions League Americas. On a une compétition qui s'appelle la FIBA Intercontinental Cup, qui est un peu les gagnants de chaque région qui s'affrontent. Donc, clairement, un point de vue touristique. Déjà, tout ce qui a trait au tourisme. Donc, aujourd'hui, on a deux partenaires, par exemple, qui sont des nouveaux partenaires qu'on a eu cette année. Ce qui est la région de Lubelski, qui est une région polonaise, qui justement pousse à la promotion de sa région et donc utiliser le sport pour le développement de sa région. Et donc, on se rejoint sur les valeurs, on se rejoint sur le développement. Et donc, ça avait énormément de sens pour eux de promouvoir le sport via notre compétition. Surtout que le basket est très important en Pologne. On a aussi la région d'Andalousie, donc Andalusia, qui est un partenaire et avec le même esprit. C'est-à-dire qu'ils ont un club phare, Unicaja Malaga, qui joue dans la compétition. C'est une région aussi qui est très portée sur le tourisme et qui veut se montrer comme une région de sport. Donc, encore une fois, utiliser notre plateforme pour faire ça. Donc ça, c'est un premier pilier de partenariat. Je pense que dans un deuxième, il y a il y a tout ce qui est technologique et qu'on veut pousser aussi par rapport à l'innovation. Donc ça, c'est des discussions qu'on a. C'est un peu plus, c'est pas des partenariats standards. C'est des choses où il faut trouver aussi les bonnes études de cas et les bons use cases. Donc ça, c'est un deuxième élément. Après, j'ai envie de dire, il y a un autre chapitre qui, en fonction des marchés, est complètement différent, mais toute la partie paris en ligne et crypto, qui s'est développé beaucoup sur les derniers mois. On sait qu'il y a eu un frein, etc., et un ralentissement, mais on voit quand même qu'il y a énormément de choses qui sont développées sur le métaverse, un peu plus oui, digital, autre. Donc, c'est un autre élément qu'on regarde. Et voilà, ça fait partie pour moi des trois différents. Après, on a un dernier partenaire chez nous qui est Wilson, qui est le fournisseur officiel des ballons, qui est un partenaire primordial, puisqu'on utilise les ballons pour jouer les matchs. Et voilà. Donc, ça fait partie je pense, des quelques catégories. Après, il y en a encore plusieurs. On pourrait aller plus loin dans le détail, mais si je voulais schématiser. L'objectif ultime pour toi, est-ce que en termes de commercialisation, c'est le naming de la BCL? Je pense que le naming est une bonne approche s'il est bien fait. Et je pense que le naming, ce qui est important dans le naming, c'est encore une fois trouver le partenaire qui a les mêmes valeurs que la compétition, qui veut développer la compétition. Et donc, ça doit être vraiment un échange gagnant-gagnant. Donc, je pense qu'il y a des opportunités de naming. Je pense que c'est très important sur la Basketball Champions League parce que ça pourrait aider d'un point de vue promotionnel et financier.
mais c'est pas forcément la seule ou le seul objectif et le seul moyen d'arriver à nos objectifs. Mais encore une fois, oui, je pense qu'on est ouvert à des discussions sur le naming et il y a des discussions intéressantes qui peuvent avoir lieu dans les différents marchés. Encore une fois, c'est aussi, comme on est une compétition pan-européenne, avec plus de 30 pays en Europe, je pense que c'est important aussi d'avoir le partenaire qui puisse être visible un maximum en Europe et pas d'être concentré seulement sur un marché. Quels sont selon toi les pays, les marchés avec un fort potentiel? Est-ce que c'est la Turquie où il y a une grosse audience, une grosse ferveur autour du basket? Est-ce que c'est l'Espagne? Voilà, quel est selon toi un petit top 3 des marchés en Europe où il y a un gros potentiel basket? Alors, comme tu le dis, je vais me concentrer sur l'Europe là, parce que encore une fois, dans notre compétition Basketball Champions League America, mais le Brésil est vraiment un marché phare, Mexico aussi. Mais sur l'Europe, j'ai envie de dire le premier marché qui me vient en tête, c'est la Turquie. Pour plusieurs raisons. D'une part, la population qui est importante, mais d'autre part, c'est l'engouement du basket, qui est un sport phare, clairement, avec énormément d'équipes qui performent et qui sont à haut niveau. Donc pour moi, la Turquie, encore une fois, s'est développée sur le basket et c'est un vrai, il y a des vraies opportunités sur la Turquie. Tu m'as mentionné l'Espagne. L'Espagne est aussi un marché fort. La Ligue nationale a fait énormément de travail pour promouvoir le basket, pour développer le basket. Et je pense il y a aussi des opportunités. Encore une fois, les compétitions espagnoles, et on le voit, nous, les dernières, la finale était entre les Lenovo Tenerife et Bachir Menresa, donc deux équipes espagnoles avec la victoire de Lenovo Tenerife. C'est encore une fois un marché important. On voit aussi que l'Allemagne, sur certains aspects, se développe, encore une fois, et est très structurée sur sa partie basket. Donc, en plus de ça, après, il y a la Grèce, encore une fois, qui est aussi un marché de passionnés avec de nombreux fans. J'aimerais aussi, et là, je pense que la France se développe, on en discutera, enfin je sais que ça va venir peut-être plus loin dans la conversation, mais la France est un marché qu'on regarde, après il y a des challenges en France aussi, chez nous en tout cas, sur la visibilité et sur la diffusion des droits. Mais ça fait partie encore une fois des marchés importants pour la Basketball Champions League. On parle un peu de la Betclic Elite. Tu le sais qu'il y a en France chaque saison une discussion, des débats autour de la médiatisation, de la diffusion des rencontres. Comment vous faites, vous, justement, au niveau de la diffusion? Je sais qu'une partie est sur YouTube en libre accès, mais comment ça se passe pour certains territoires? Dans la plupart des marchés, on a des diffuseurs médias, donc des partenaires télé ou digital qui diffusent nos matchs. Et donc, on a un mix d'ayants droit qui sont soit qui diffusent, qui sont soit des chaînes payantes ou des chaînes gratuites, des chaînes publiques. Donc ça, on a par exemple TVE en Espagne, voilà, qui est une chaîne publique. On a TVP en Pologne, où on a encore, après en chaîne payante, on a Cosmote en Grèce, où on a Eleven en Italie. Donc c'est vraiment, il y a un mix entre les différents partenaires médias. Et je pense que c'est important de trouver la bonne approche, qui est d'un point de vue visibilité. On veut plus de visibilité pour la compétition, mais aussi d'un point de vue revenu. Aujourd'hui, on a pris le principe de dire que si on n'a pas de diffuseur média, il faut quand même que nos fans puissent voir les matchs, les actions. Donc, on a énormément d'actions qu'on développe, encore une fois, et on a tous nos highlights qu'on met sur nos réseaux sociaux. Mais sur les matchs, comme tu l'as dit, on l'est aujourd'hui en France sur YouTube. On a travaillé avec la LNB l'année dernière et c'était très intéressant. Après, on a eu des discussions avec certains diffuseurs médias. C'est des discussions qu'on aura toujours et qu'on a dans le futur. Après, c'est aussi en fonction des résultats des clubs. Mais c'est un élément qui est important d'avoir un bon diffuseur média pour pouvoir pousser la promotion, mais aussi d'être visible. Donc, aller sur une chaîne ou sur une plateforme OTT qui a peu d'abonnés
mais avec un revenu intéressant pour la ligue. Oui, ça se discute, mais c'est pas forcément ce qui est pour le développement et la promotion du basket le mieux pour nous à l'heure actuelle. Et sur ce qui se fait en France au niveau commercialisation, médiatisation, il y a un Neymar qui est Betclic pour le championnat français. Comment tu juges ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été entrepris ces dernières saisons? La LNB fait un bon travail depuis justement. On sait que la saison du Covid a été compliquée pour de nombreuses raisons en termes d'organisation, en termes de structure. Mais après, encore une fois, ils arrivent à avoir une plateforme OTT pour mettre la plupart des matchs avec tous les matchs de Pro B, mais aussi les matchs de BetClick Elite qui sont pas retransmis. Après, il y a toujours des améliorations à faire, il y a toujours plus qui peut être fait. Et en tant que fan de basket, on veut toujours voir plus de basket à la télévision. Mais après, ce qu'ils ont fait aussi avec France 3 justement le décrochage régional qui permet aussi de suivre des rencontres. Donc, je pense que ça va dans la bonne direction. On peut encore faire plus. Il y a encore des choses à faire pour la promotion du basket. Et nous, on est friands et on est demandeurs des ligues, que les ligues travaillent encore plus. Mais je pense qu'il faut aussi reconnaître ce qui a été fait sur la dernière année et demie ou les 2 dernières années pour justement avoir ce Neymar, pour pousser, avoir ces contenus, des contenus qui sont assez originaux, que ça soit aussi les micros sur les arbitres pour les finales de l'NB, que ça soit un événement comme le All-Star. Donc il y a quand même énormément de choses qui sont faites. Après, on peut toujours faire plus et je pense que c'est dans l'intérêt de tous de travailler ensemble pour arriver à aussi avoir encore plus de promotion du basket. Parce qu'on sait que le basket a eu un âge d'or il y a quelques décennies en France, mais que c'est important aussi de revoir. Après, quand on voit la passion avec Victor Wembanyama, je pense qu'il y a encore de bons fans de basket en France et quelque chose à faire avec le marché français. On arrive, Benjamin, sur la dernière question de cet entretien. Quelles sont pour toi les personnalités, les entreprises, les marques inspirantes dans le sport ou même en dehors? Est-ce qu'il y a des dirigeants, des marques que tu aimes bien suivre? Ouais, alors c'est une question très intéressante. Alors dans le sport et après ça c'est plus à la fois une passion et une déformation professionnelle. Alors je suis beaucoup la NBA parce que j'y ai travaillé, mais parce que aussi ils sont toujours sur le devant de la scène quand il s'agit d'innovation, de technologie ou aussi de tout ce qui est gender equality, et avec la WNBA. Donc il y a énormément de choses qui est fait du côté NBA. Après, je prends plus d'exemples sur l'extra sportif. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi comment ça évolue dans l'extra sportif. Et là-dessus, un élément sur lequel je suis un peu proche et avec qui on a travaillé, nous, avec Sega, sur le Final Four l'année dernière à Bilbao, c'est comment ils ont réussi avec Sonic à relancer la marque Sonic. Et le travail qu'ils ont fait avec, dans un premier temps, tout ce qui est, bon, bien sûr, dessin animé, mais après, travailler sur le licensing avec différents partenaires pour avoir justement faire en sorte ça soit visible auprès des enfants. La sortie de Sonic le film, qui a été un grand succès et qui a permis de développer plus, et après les jeux vidéo. Donc ils ont réussi. Sonic qui était un caractère un peu oublié il y a quelques années, à vraiment le remettre au goût du jour et à le relancer pour qu'aujourd'hui il soit un des sujets comme Super Mario peut l'être auprès des enfants. Donc ça, c'est un élément, quand on voit aussi la stratégie de Lego, c'est assez impressionnant et que ça soit justement physique ou digital. Donc ça, c'est deux entreprises dans Sega et Lego que j'aime bien regarder et voir comment ils font au goût du jour et aussi engager, que ça soit avec les jeunes, enfin et le plus jeune âge ou aussi avec leurs parents. Et puis après, je pense que hormis Lego et hormis Sonic, un autre élément sur lequel c'est tout ce qui a trait à la métaverse, mais c'est plus pour comprendre, pour voir aussi comment on peut engager. Mais quand on voit une entreprise comme Roblox et on voit de nombreuses institutions aller sur Roblox, et que ce soit des institutions sportives, des marques, c'est comprendre, OK, quel est l'objectif final? Comment travailler avec une plateforme comme ça pour justement
que ça ait un sens et pas se dire ah c'est très bien, la BCL, on sera sur Roblox. Oui, mais pourquoi? Dans quel but? Et comment ça nous aide dans notre stratégie, notre politique. Donc c'est encore une fois, ça fait partie des marques, mais NBA, Lego, Sega et Roblox ou toute une partie métaverse qui est intéressant de comprendre. Merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à ce premier épisode de l'année 2023. Ça nous a permis de bien comprendre ton parcours et ton travail, ton entreprise, ton métier au quotidien. Je vous donne rendez-vous dès le 19 janvier pour un nouvel entretien avec un professionnel du sport business. Salut Benjamin, merci. Merci beaucoup Mathieu, au plaisir.